C'est moi ou ce chapitre 1138 est sûrement l'un des chapitres les plus importants depuis le début de One Piece. Donc je me devais de vous faire la meilleure critique, analyse qui rend hommage au travail d'Eiichiro Oda. On va parler de plein de choses. On va parler de Shamrock, de Shanks, de l'épée Cerbère, du château. On va parler d'un inconnu qui va bientôt arriver, mais surtout l'analyse la plus complète et la théorie peut-être la plus folle sur cette fresque. Donc on ne perd pas de temps. Générique. Il a pas de générique. Comment ça? Tu te fous de ma gueule? Il n'y a pas de générique. Je t'ai demandé de faire un générique. C'est moi le youtubeur, tu dois... Bon il n'y a pas de générique. Alors pour faire la meilleure critique analyse, j'ai sorti ma tablette avec toutes mes notes dessus, comme ça je suis sûr de ne rien oublier. C'est pas parce que t'es vieux plutôt. Non, je ne suis pas vieux et un peu de respect, j'ai le même âge qu'Eiichiro Oda. Bon, allez, on y va. Donc le chapitre 1138 commence là où le chapitre 1137 se termine, c'est-à-dire qu'on a Loki, Shamrock et Genko qui sont ensemble. Et qu'est-ce qu'on a dans le début de ce chapitre? Eh bien, on a Shanks est un dragon céleste, il est le frère jumeau de Shamrock, il semblerait même que Shamrock soit le fils aîné, c'est-à-dire celui qui est né en premier. Shanks est bien revenu à Marijoa, donc c'est peut-être lui qu'on a dans le chapitre 907. En plus, Shamrock, il a une épée qui a fusionné avec un fruit du démon. Alors ça, on l'avait déjà vu. Par exemple, il y a Lasso et aussi Funkfried, l'épée de Spandam. Et en plus, il semblerait que le fruit du démon, c'est le fruit du démon du Cerbère. Encore une théorie de fausse pour toi. Alors non, sur ce coup-là, la théorie complètement débile du fruit du démon du Cerbère qui est avec Barbe Noire, c'est pas moi. Hein. Là, sur ce coup-là, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il semblerait que ce fruit du démon du Cerbère, eh bien, il soit imprégné, comme je l'avais dit, du pouvoir de Im-sama. Alors, une fraction du pouvoir de Im-sama, on le voit justement à la collerette. Et si vous faites attention, l'œil du Cerbère, eh bien, ressemble énormément à l'œil de Im-sama. Et il y a aussi les flammes noires qu'on avait vu aussi sur l'utilisation de fruits de Genko. Ils vont appeler un autre chevalier divin, deux chevaliers divins, ça suffit pas assez, il faut qu'ils en appellent un troisième. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce chevalier divin? Eh bien, ils vont aller s'attaquer aux enfants des guerriers d'Elbaf. Là, ils sont complètement dingues. Moi, je dis qu'ils sont complètement dingues. Donc ça, c'était la première partie. C'est un petit peu rocher comme analyse, t'avais pas plus court. Oui, c'est une analyse assez rapide, mais je pense qu'ils veulent surtout qu'on parle de la fraise, donc on va y aller, on va y aller. Donc après, on a une deuxième partie, on revient au château, et au château, on voit que Luffy a trouvé les deux géants, et ils disent que c'est Shanks qui était là, et c'est Shanks qui a été méchant, et là, Luffy, il dit non, Shanks, c'est pas quelqu'un de méchant. Zoro, qui lui est plus terre à terre, il dit que si les géants ont vu que c'était Shanks, c'est sûrement Shanks. Et là, on a un truc qui est assez excellent, c'est-à-dire que Luffy, qui de base est le plus débile, eh bien c'est lui qui a la vérité. Et celui qui analyse, c'est-à-dire Zoro, qui est un petit peu comme un Ben Beckman au niveau de l'équipage, eh bien c'est lui qui a tort. D'ailleurs, il y a même un des géants qui dit, si c'est pas Shanks, alors ça peut être un frère. Très bonne idée. Et après, il y a un mystérieux inconnu qui arrive. Et ce mystérieux inconnu, on l'a déjà vu dans des premières de pages. Et surtout, ce mystérieux inconnu, ça serait peut-être Scopper Gaban. Alors, comme d'habitude, Eiichiro Oda nous donne pas l'information de qui est réellement. J'espère qu'on aura ça dans le prochain chapitre. Et après, on arrive à quoi? On arrive tout simplement aux éléments de la fresque. Et c'est à partir de là qu'on va devenir quand même assez sérieux. Donc toi, de ton côté, t'arrêtes de dire des conneries. De toute façon, je t'écoute plus. Merci. Et on va analyser la fresque. Donc je préfère prévenir tout de suite. On va voir comment se fait une analyse. Ça va peut-être prendre un certain temps. Donc installez-vous confortablement. Allez peut-être chercher quelque chose à boire et quelque chose à manger, parce qu'on est peut-être parti sur la théorie la plus folle et l'analyse la plus complète de la chaîne. Donc quand on fait une théorie, ce qui est important, c'est qu'en introduction, on essaie de faire un petit récapitulatif, poser les bases de ce qui va servir à la théorie. Premièrement, on sait que la fresque a été premièrement dessinée par des enfants, mais peut-être le plus important, c'est qu'elle a été dessinée il y a 800-900 ans. Donc c'est juste après la fin du siècle oublié. Et ce qui est très important, c'est que dans cette fresque, il ne peut pas y avoir des éléments narratifs qui sont liés au début de One Piece que nous connaissons. C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 2 ans et quelques mois. C'est pour répondre aussi à une question que je fais ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les commentaires, on ne voit pas Barbe Noire, on ne voit pas la marine, et il y en a d'autres qui m'ont dit, l'arche qu'on voit, c'est l'arche des nerfs, le géant, c'est Loki. Ça ne peut pas être le cas, pourquoi? Parce qu'il y a 900 ans, l'arche des nerfs n'existait pas, Loki n'était pas né, le gouvernement mondial n'était pas né, vu que c'est après
le siècle oublié, et surtout très important, eh bien Barbe Noire n'était pas là non plus. Le texte de Halley nous est présenté comme un poème qui a été traduit par Robin. C'est une interprétation qu'on a, mais c'est peut-être une interprétation qui est beaucoup plus fidèle que ce que les géants, eux, avaient lu à la base. Autre chose intéressante, dans les textes qu'on a en haut, on nous parle de 4 dieux. Eh bien, ces 4 dieux, on en avait déjà entendu parler durant l'arc Skypiea. Quels sont ces 4 dieux? Il y a le dieu de la terre, le dieu du soleil, le dieu de la forêt et le dieu de la mer dans le texte, mais au niveau de Chandia et au niveau de Skypiea, c'était le dieu de la pluie. On a aussi eu quelque chose qui là a été présenté par Vegapunk. Encore une fois, c'est une théorie, donc on ne sait pas si c'est vraiment la réalité. C'est que les fruits du démon représenteraient peut-être le désir des humains. Donc ils ont été créés à travers le désir des humains. Ça, c'est une base aussi qu'on va prendre pour faire cette théorie. Et ce qui est aussi vraiment très important, c'est qu'on a déjà eu un premier repère temporel, c'est-à-dire la création de la fresque par rapport au siècle oublié qui date de 800-900 ans. Mais aussi, on a d'autres éléments dans One Piece qui nous permettent de mettre un repère temporel. C'est premièrement l'arbre de la cognition, c'est l'arbre d'Oa qui a été créé il y a 5000 ans, et aussi Alabasta qui a 4000 ans d'histoire. Ça, pour moi, c'est vraiment la première chose, c'est vraiment les bases sur lesquelles je vais faire ma théorie. Il y a un autre point qui est pour moi très important et que je n'ai entendu jamais parler, c'est le fait que Eiichiro Oda ait fait le choix de représenter la fresque comme un dessin fait par des enfants. Il aurait pu faire un choix totalement différent, c'est-à-dire prendre Robin qui commence à lire le texte de Halley, et à travers ça, on passe sur une transition avec un flashback, et chaque texte, chaque ligne du poème aurait été retranscrit à travers un dessin réaliste de ce qui s'est passé à l'époque. Pourquoi Eiichiro Oda n'a pas fait ça? Si il avait mis ça en place, nous aurions vu la réalité de ce qui s'est passé, et donc nous aurions été qu'un spectateur. Le fait qu'il fasse une fresque dessinée par un enfant est une interprétation métaphorique du texte qui a été lu par Robin. Et de ce fait, c'est à nous, lecteurs, de faire notre propre interprétation de ce que nous voyons. Et en un sens, comme Eiichiro Oda a l'habitude de faire, il nous permet de nous approprier l'œuvre et de réfléchir et de tirer par nous-mêmes les arguments. Donc ce qui est vraiment très important, et c'est ça que je veux mettre en place dans cette vidéo, c'est que tout ce que je vais vous dire n'est pas la vérité, n'est pas ce que Eiichiro Oda a obligatoirement pensé. Ce n'est que mon interprétation, premièrement, du texte, et deuxièmement, de la fresque. L'autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est pourquoi je fais cette vidéo le lundi. C'est parce que je me base sur la traduction officielle, mais pas que. J'attends aussi que 2 personnes qui sont très connues, qui sont Sunman et la librairie d'Ohara, fassent leur propre traduction, et c'est par rapport à ça que moi je vais faire mon analyse. Et il s'avère que l'analyse de Glénat ainsi que de Sandman et de la librairie d'Ohara sont vraiment très très proches, mais ont une certaine différence avec celle qu'on lit en avance le vendredi. Alors, cette introduction était certes un petit peu longue, mais pour moi, elle était vraiment nécessaire pour vous faire comprendre le cheminement de ma pensée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va analyser la fresque en détail et on va lire le titre de chaque texte. Le premier texte, c'est le premier monde, qui pour moi correspond à tout ce qui s'est passé au début justement du monde de One Piece. Donc c'est quelque chose qui est avant les 5000 ans. On se base encore une fois par rapport à l'arbre de la cognition. Après, on a le deuxième monde. Tout le texte qui va être sur le deuxième monde, c'est pendant le siècle oublié, et c'est pendant la guerre de Imsoma et la coalition des 20 royaumes contre le royaume oublié, plus une autre coalition. Ça, on en parlera juste après. Et le troisième monde, eh bien le troisième monde, c'est une sorte de prophétie. C'est ce qui va se passer dans le temps présent de One Piece. Et c'est là où Eiichiro Oda est vraiment très très fort. C'est que par rapport au dessin qu'il nous met, il nous donne une sorte d'ambiguïté. C'est-à-dire que pour moi, le dessin, il y a 2 parties. Il y a la partie droite, le central qui divise, qui est l'arbre, et après la partie gauche. La partie droite, on est sûr et certain que c'est le premier monde. Cependant, la partie gauche, c'est le deuxième monde tel qu'il a été dessiné
par les enfants, mais ça représente aussi involontairement, c'est-à-dire que les enfants, quand ils l'ont dessiné, ils n'ont pas pris pour base le troisième monde, mais ça représente ce que Eiichiro Oda nous raconte depuis le début de l'histoire, et je pense que c'est là-dessus qu'il y a une certaine ambiguïté, et encore une fois, ambiguïté voulue par Eiichiro Oda. Alors maintenant on va faire l'analyse détaillée de la fresque. Il y a vraiment quelque chose de très important à remarquer entre le côté droit et le côté gauche, c'est que le côté droit, il n'y a que des humains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme-poisson, il n'y a pas de géants, il n'y a pas de monstres marins, il n'y a pas de minx, il n'y a pas de tontata, il n'y a pas de créatures bizarres avec des cornes, on n'a seulement que des humains. L'autre chose qui frappe énormément, c'est le dessin qu'on a au niveau des immeubles. Les immeubles représentent notre monde à nous. Et ce qui est vraiment très important, c'est que c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années. On a aussi une autre chose qui est très bonne, il y a des bonhommes qui vont descendre et qui vont remonter, c'est-à-dire qu'ils descendent à un moment sans rien et ils vont remonter avec des choses dans la main, et si vous comptez le nombre de bonhommes, il y en a 19, et si vous rajoutez la personne avec la couronne, vous avez une 20e personne. Cette personne en noir avec la couronne avec 3 tiges, c'est exactement Im-sama. C'est le Im-sama qu'on a maintenant. Im-sama était présent pendant le siècle oublié, mais il semblerait aussi que Im-sama était présent depuis presque les origines du monde, ou au moins le monde technologique. Sous Im-sama, nous avons quelque chose que je n'avais pas compris au début, mais c'est tout simplement un éléphant géant. Est-ce que c'est Zunisha ? Je ne pense pas. Parce que Zunisha, on sait qu'il a seulement que 1000 ans. Et ce qu'on a ici, c'est quelque chose qui est bien avant les 5000 ans. Donc pour moi, ça serait l'ancêtre de Zunisha. Et on voit qu'il a l'arche de Noé en lui. Et ce qui est vraiment aussi très important, c'est que vous remarquerez que sous l'arche de Noé, on a des animaux, des humains et des animaux. Donc encore une fois, c'est l'arche de Noah, bien sûr, qui est une transposition du truc biblique qui est l'arche de Noé. Et en gros, là, on a une symbolisation du sauvetage de l'humanité. On remarque aussi qu'il y a une personne avec des ailes. Moi, j'interprète ceci comme une sorte d'évolution de l'humain. Et ces humains-là, c'est l'ancêtre des Bilkiens, des Skypiens, etc. Et c'est eux qui vont aller sur la Lune. Maintenant, on va reprendre un petit peu ce que l'on a au niveau des personnes, des 20 personnes. C'est-à-dire qu'on voit les personnes qui sont à un moment, qui vont descendre dans une sorte d'escalators, qui vont descendre dans le centre de la Terre. Ils ont une sorte de petite auréole au-dessus de la tête. Pour moi, c'est peut-être de la lumière pour leur permettre d'aller dans les profondeurs. Et ils vont ressortir avec une sorte énergie qui, après, ils vont amener dans un bateau. Et après, ils vont aussi amener au niveau de la ville. Pour moi, c'est tout simplement l'énergie du centre de la Terre qui va être transformée pour servir d'énergie perpétuelle pour que les usines, pour que les habitations et même, pourquoi pas, pour que la colonisation de la Lune se fasse. Et après, on a un serpent et un dragon. Le serpent et le dragon lancent des flammes sur quelque chose qui représente l'arche Maxime. Alors, pour moi, ceci est une représentation de l'arc Maxime. Il y en avait plein à cette époque, mais ce n'est pas l'arc Maxime d'Ener. C'est les anciens travaux des humains qui avaient la technologie, et c'est peut-être par rapport à ces plans que Ener aurait retrouvé, et il a fait construire l'arche Maxime. Cependant, cette arche, c'est ce qui a permis la colonisation de la Lune. Ça, on le voit avec la mini-histoire de Ener. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'on voit que le serpent et le dragon enflamment l'arche. L'arche qui fait quoi ? Qui envoie un rayon, non pas sur Im-sama, mais sur l'arbre. L'arbre, pour moi, représente la nature. Et on a, en un sens, ici, une sorte de symbolisation de la technologie humaine qui est là pour détruire la nature. Et détruire la nature, pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir plus puiser l'énergie. Donc l'humain détruit la nature pour sa propre avidité. Ça, c'est une introduction, on en parlera tout à l'heure dans les textes. Une dernière chose que je ne sais pas si vous avez vu, entre les deux livres qu'on a justement en haut, on a des planètes. C'est les autres planètes qu'on a vues aussi quand on a vu l'intérieur de l'arbre d'Ohara. Et regardez bien sur l'une des planètes, on voit une sorte de ceinture avec un symbole, et c'est le symbole qui est repris au niveau du serpent géant. Et ça aussi, c'est très important
pour la théorie qui va suivre juste après. On va passer maintenant sur l'analyse de la deuxième partie de la fresque, c'est-à-dire le côté gauche. Et le côté gauche, eh bien, c'est tout simplement la représentation du siècle oublié. Nous avons à l'extrême gauche une sorte de démon avec des cornes qui tient un soleil dans la main. Donc tout simplement pour moi, c'est Im-sama qui a le pouvoir du Mother Flame et pourquoi pas aussi Uranus. Après, nous voyons qu'il y a un bateau juste sur son côté avec 6 personnes dedans, donc on a les 5 doyens pour moi qui sont à l'intérieur du bateau et on voit une personne qui est à l'extérieur du bateau. C'est peut-être un 6e doyen qui a été mort et qu'on ne retrouve plus maintenant. Et face à eux, on a la coalition de toutes les personnes qui vont combattre avec Nika qui est représentée au milieu, qui va combattre justement Im-sama. Et parmi eux, on a plein de personnes qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on va voir un bateau avec des samouraïs, on va voir un bateau avec le symbole justement de Nika. Et beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était Alabasta. Pour moi, ce n'est pas Alabasta. Pour moi, c'est la représentation de ceux qui croient en Nika et qui sont tout simplement les boucaniers. On a un géant qui ressemble à Loki. Encore une fois, ça ne peut pas être Loki. Pourquoi ? Parce que Loki, à cette époque-là, n'existait pas. Mais ça représente justement le peuple des géants originels qui ont créé après les descendants au niveau des géants d'Elbaf. Géants d'Elbaf qu'on voit juste sur le devant du bateau. On a des hommes poissons, on a des tontatas, on a des minx, on a des skypiens, ça aussi, et peut-être même des lunariens vu qu'il y a des flammes au niveau de la tête. On voit qu'il y a aussi des baleines avec des gens dessus. On a le robot géant qu'on a vu émettre et on a aussi des sortes de minx qui seraient peut-être évolués, pourquoi pas, tout simplement ceux qui avaient la capacité de se transformer en sous-longue. On voit aussi au-dessus de Im-sama avec le soleil des sortes de petites boules d'énergie et ça c'est sûrement les boules d'énergie qui sont liées au Mother Flame. Donc ça représente la guerre qu'il y a eu au niveau des 900 ans, mais ce qui est complètement dingue, c'est qu'on peut faire aussi une autre interprétation. Interprétation qui, je le rappelle encore, n'était pas voulue à l'époque des 900 ans, quand les enfants ont dessiné cette fresque, c'est-à-dire que ici, on a peut-être la représentation aussi de ce qui va se passer dans le futur. C'est-à-dire que là, ici, le géant qui a été dessiné par les enfants comme étant les géants originels, eh bien, ça serait peut-être Loki. Le lunarien qu'on a ici, ça serait peut-être qui ? Et c'est ça qui est vraiment excellent, c'est que encore une fois, Eiichiro Oda a voulu nous induire en erreur en nous montrant une fresque qui peut être interprétée de plusieurs façons. Donc là, on a vu la fresque, maintenant on va s'attacher au texte et essayer ligne par ligne de voir ce que Eiichiro Oda a voulu nous expliquer. Donc on commence. Des flammes sur la terre, les hommes succombèrent à leurs désirs et touchèrent au soleil interdit. Là, tout simplement, c'est que Eiichiro Oda nous parle de l'avidité des hommes. C'est-à-dire que les hommes, pour avoir de plus en plus de technologie, pour être de plus en plus tranquilles et peut-être aussi pour la cupidité, ont décidé d'aller puiser l'énergie terrestre au centre de la Terre. Donc c'est ce qu'on voit au niveau de la fresque. La ressortir, la transformer et créer le soleil interdit. Pourquoi le soleil interdit ? Parce que c'est le soleil qui va mener à la destruction. On parle aussi des flammes sur la Terre. C'est-à-dire que de plus en plus qui vont forer, de plus en plus qui vont créer des sortes de problèmes géologiques et les flammes du centre de la Terre vont ressortir. Mais aussi à travers la cupidité, on peut avoir une forme métaphorique au niveau de ces flammes. Ce sont tout simplement les flammes de la guerre liées à l'énergie, le Mother Flame, qui va créer des sortes d'armes atomiques et qui vont détruire la Terre. Alors, les esclaves prièrent et le dieu du soleil apparut. Là, c'est vraiment très important. Les esclaves, pour moi, c'est les 20 personnes qu'on voit aller creuser et remonter l'énergie pour qu'une certaine caste soit vraiment à l'abri. Donc, ils prièrent et le dieu du soleil apparut. Pour moi, le dieu du soleil qui apparaît, c'est tout simplement Im-sama. Im-sama est la projection du désir d'être sauvé par les esclaves qui souffrent et peut-être même certains qui voient que la terre est en danger et que si on continue comme ça, eh bien on court tout simplement à notre destruction. Et c'est pour ça qu'on a l'arche qui est créée, c'est-à-dire que Im-sama qui est justement le dieu du soleil, parce qu'il est aussi très important, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais Nika n'est seulement représenté que sur la partie gauche, on n'a pas Nika sur la partie droite. Et donc c'est Im-sama
Imsama qui répond justement à l'appel. Et Imsama est peut-être proche de la nature. Il va vouloir sauver les esclaves en créant cette arche pour pouvoir les sauver de la colère de la terre. Puis, le dieu de la terre se mit en colère et son serpent, donc c'est bien le serpent qui a été créé par justement la colère de la terre, le serpent de feu plongea le monde dans la mort et les ténèbres. Et là, on va reprendre le serpent. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que sur une planète qu'on voit tout en haut, on voit une sorte de collerette qui fait le tour de la Terre. Pour moi, c'est peut-être justement des grandes montagnes. Et sur le serpent, ce symbole qu'on voit, c'est peut-être tout simplement les montagnes. C'est sûrement d'ailleurs Redline. On a tout simplement l'explication de la colère de la Terre, c'est-à-dire les tremblements de terre, les cataclysmes, tout ce qui se passe à cause que l'humain, par son avidité, a trop creusé et a mené son monde à la perte. Et après, on finit, ils ne se reverront plus jamais, c'est-à-dire que ceux qui ont voulu continuer à avoir la technologie et qui n'ont pas écouté l'appel à l'aide de la planète, les esclaves ont été sauvés par Imsama et les autres sont tout simplement morts par leur avidité. Je fais aussi un petit rappel par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le peuple des Skypiens et le peuple des Chandia, des Lunariens, etc., eux sont partis sur les lunes et ont pu les coloniser grâce à l'énergie du Mother Flame qui leur était transmise. Cependant, là, on vient d'annoncer que le monde a disparu, que la technologie a disparu, et ça va être répercuté justement sur le monde de la Lune, c'est-à-dire qu'il y avait plein de robots pour les aider, mais malheureusement, n'ayant plus le Mother Flame et l'énergie, ils n'avaient plus de ressources pour vivre et donc ils ont décidé de revenir sur la Terre et c'est à partir de là qu'on va passer sur le deuxième monde. Le deuxième monde, c'est tout simplement la guerre du siècle oublié. Un souffle de vie dans le néant. Alors ça, c'est très important. C'est tout simplement la renaissance des humains à travers le néant des guerres et de la destruction qu'on a eue par rapport à la colère de la Terre. On a Imsama qui a sauvé les humains et en voulant les sauver, a compris que la technologie était néfaste. Donc première chose qu'elle a sûrement fait, c'est qu'elle a gardé le Mother Flame pour elle a gardé les technologies pour que les humains ne les utilisent plus et que les humains ne détruisent plus la Terre. Et la dernière chose importante, c'est que les 20 esclaves, encore une fois, c'est les génériques par rapport à des peuples, ont créé les 20 nouveaux royaumes. C'est là qu'il va y avoir Alabasta au niveau des 4000 ans. Et ce qui va se passer au fur et à mesure du temps, c'est que les esclaves d'hier vont devenir les tyrans de demain. Le dieu de la forêt envoya ses démons. Pour moi, Imsama va créer un arbre et l'arbre sera le réceptacle des désirs des humains qui ont été sauvés. Cet arbre qui va donner naissance justement aux démons, et les démons, c'est pas les démons en tant que tels, ce sont les fruits du démon. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on va avoir l'une des explications les plus importantes de One Piece, c'est-à-dire que les fruits du démon sont anachroniques. C'est-à-dire que les fruits du démon permettent des sortes de technologies qui ne sont pas disponibles normalement dans le monde de One Piece tel qu'il est créé. Il est même lié aussi par rapport à des dieux, par rapport à des créatures mythologiques qui sont de notre monde à nous, mais pas du monde de One Piece. Et si on reprend la théorie que le monde originel qui a été détruit, le premier monde, soit notre monde ou un monde idotique avec les mêmes cultures, les mêmes croyances, les mêmes technologies, eh bien ces humains qui ont été sauvés, peut-être à travers des textes, ont le souvenir de ces technologies et voulaient les ravoir. Et comme l'a expliqué Vegapunk, les fruits du démon sont créés par rapport au désir des humains. Le désir des humains d'avoir encore leur ancienne technologie a permis de créer à travers le réceptacle de l'arbre les fruits du démon. Les fruits du démon n'étaient possédés que par les 20 royaumes. Il y a aussi une chose qui est très importante. Il y a eu des guerres nucléaires, il y a peut-être eu des mutations, il y a peut-être eu des transformations et au fur et à mesure des années, là on parle encore une fois de plusieurs milliers d'années, eh bien la nature évolue, la nature s'adapte. Et comme je vous l'ai dit, dans le premier monde, il n'y avait pas entre guillemets, de méta-humains. Eh bien, au fur et à mesure du temps, dans le deuxième monde, les méta-humains ont commencé à apparaître. Les hommes-poissons, les tontata,
les minx, les géants, les monstres marins. Comme je vous l'ai dit juste avant, les esclaves d'hier deviennent les tyrans de demain. On sait que Eiichiro Oda met en place quelque chose de très important, c'est tout simplement le racisme. Et on peut imaginer que tous ces peuples ont été discriminés par les 20 royaumes et ont dû former leur propre royaume. Pareil, tous ceux qui ne s'étaient pas admis ont créé leur propre royaume et peut-être que parmi eux, il y avait des personnes qui étaient nostalgiques d'une certaine technologie, qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas utiliser les fruits du démon et ont décidé de retrouver les technologies normalement interdites par Im-sama. Et ce peuple, c'est tout simplement le royaume oublié. Et ces gens qui vivaient ici, qui avaient ce désir de ramener l'ancienne technologie, c'était tout simplement les dits. À un moment, le royaume oublié, à travers les recherches au niveau des technologies, ont réussi à recréer soit le Mother Flame ou quelque chose vraiment ressemblant au Mother Flame. À partir de là, Im-sama pense qu'on va repartir dans un siècle de guerre et que les humains, encore une fois, vont détruire la planète. Et à partir de là, elle décide de leur voler leur technologie, de leur voler le Mother Flame pour pouvoir utiliser, elle, l'ancienne technologie pour éradiquer cette race d'humains qui ne veut jamais comprendre. Le peuple de la demi-lune Reva, le peuple de la lune Reva, alors ça c'est tout simple, c'est que ces personnes qui sont là ont des sortes de prémonition de ce qui va leur arriver et de la future guerre qui va arriver et de la destruction qui va commencer à être faite justement par Im-sama, que le royaume oublié avec les dits dedans décida de créer cette coalition et ils se basèrent sur une ancienne prophétie, une ancienne légende par rapport à un dieu du soleil qui vint aider les esclaves. Et comme là, le royaume oublié et les autres sont les personnes qui sont persécutées, Nika, c'est Joy Boy qui va le manger et va décider de libérer le monde de la tyrannie des 20 royaumes ainsi que Im-sama. Et malheureusement, ce qui se passa, c'est que les hommes tuèrent le soleil et devinrent des dieux. Là, c'est tout simplement la mort de Nika, qui est justement le fruit du soleil. Et ceux qui devinrent des dieux, c'est tout simplement les 20 royaumes qui partirent au niveau de Redline et créèrent Marijoa pour devenir symboliquement des dieux, des humains au-dessus des autres humains. Puis le dieu de la mer déchaîna son courroux, ça c'est par rapport à Im-sama qui va utiliser le Mother Flame et l'arme Uranus, qui va avoir les conséquences de faire monter les eaux de 200 mètres et ils ne se reverront plus jamais. C'est tout simplement le début du siècle oublié et c'est à partir de là qu'on va arriver sur le troisième monde qui est la prophétie de ce qui va se passer dans le futur de One Piece. Une pause dans le chaos. Ça, c'est tout simplement les 800 ans où l'histoire a été oubliée, mais surtout effacée. Des vestiges embarrassants se souviendront du jour du serment et écouteront la voix des croissants de lune. Là, il y a deux termes qui sont vraiment très importants. C'est les vestiges embarrassants se souviendront. Ça, c'est tout simplement la création des poneglyphes. Les souvenirs embarrassants, c'est-à-dire qu'on va raconter toute l'histoire qui s'est passée et que Im-sama et la coalition, ce sont les anciens esclaves qui sont devenus les nouveaux tyrans. Et ce qui est très important, c'est qu'ils écouteront la voix des croissants de lune. Là, on était sur la demi-lune. La demi-lune, c'est tout simplement les dits. Eh bien, les croissants de lune, c'est la déclinaison de la demi-lune, ce qui signifie par métaphore les descendants des dits et ainsi leur volonté. On arrive après sur le dieu du soleil apparaîtra en dansant et en souriant pour conduire le monde vers son épilogue. C'est tout simplement l'arrivée du dieu Nika qui va conduire la guerre contre Im-sama et aussi les doyens. Le soleil reviendra et le jour nouveau se lèvera. Le Mother Flame va revenir non pas pour que de la destruction, mais aussi pour créer un monde meilleur où tout le monde aura accès à une certaine technologie et surtout une paix. C'est via justement Vegapunk que ça va se créer. Nul doute
qu'ils se reverront. Et là, on parle tout simplement de Im-sama et aussi du Nika. Parce que juste avant, on avait le Nika qui était mort, qui n'est censé plus revenir. Eh bien, ils reviendront et il y aura justement ce combat final. Et ça peut être vu aussi autrement. C'est tout simplement la paix des hommes et aussi des créatures qui au début étaient tout simplement détestées par les 20 royaumes. Donc voilà ma théorie, comment j'interprète ces textes et aussi ces fresques. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire vous ce que vous en pensez. Et nous, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.